sommes en 1954. Le lieutenant Seamus O'Farrell s'apprête à effectuer un vol solo dont le souvenir le hantera pendant le reste de sa vie. Dans l'après-midi du 31 août, il a reçu ses instructions de vol. À partir de la base de Nowra, au sud de la Nouvelle-Galles du Sud, il doit mettre le cap sur l'ouest vers Young, Murray et Yass avant de retourner à sa base de départ. Son appareil, un Sea Fury, est le plus rapide des avions à hélice. Il peut atteindre la vitesse de 740 km à l'heure. Seamus O'Farrell est un jeune homme sérieux, destiné à une brillante carrière militaire. Mais il est aussi destiné à faire une rencontre si mystérieuse que pendant plus de 30 ans, le ministère de la Défense nationale australienne l'a traité comme un secret d'État. Selon moi, cette histoire ne soulevait aucune question concernant la sécurité nationale, mais il est clair que d'autres personnes en ont jugé autrement. 39 ans après les faits, Seamus O'Farrell peut parler ouvertement de cette expérience, mais en 1954, il redoutait qu'elle ne compromette sa carrière. Je n'étais pas très fier de savoir que des tas de gens pensaient que j'avais perdu la tête ou que j'avais fait quelque chose d'insensé. Les autres membres de mon équipe faisaient des blagues à ce sujet. Après quelques verres, ils disaient volontiers « O'Farrell, prends-nous un autre verre et parle-nous encore de ton histoire de soucoupe volante. » Le Sea Fury a décollé tout à fait normalement de la base de Nowra pour s'élancer vers le soleil couchant. Les communications radio originales ont été effacées sur ordre de la Défense nationale australienne. Néanmoins, les communications que vous entendrez aujourd'hui sont tout à fait conformes à la réalité. Elles ont été minutieusement reconstituées à partir des souvenirs du lieutenant Seamus O'Farrell et du second maître Jessop, qui communiquaient alors avec lui à partir de la base de Nowra. Le lieutenant O'Farrell est engagé dans le dernier tiers de sa mission qui jusque-là s'est déroulée sans anicroche. Soudain, le second maître Jessop découvre quelque chose d'insolite sur ses écrans radars. On dirait que le Sea Fury est pris en chasse par deux objets inconnus. Quelle était la nature de ces deux objets? Je n'en avais pas la moindre idée. Pour des raisons de sécurité, j'ai transmis ce renseignement à l'officier responsable de ce secteur. Une bonne minute plus tard, Seamus O'Farrell, aux commandes du Sea Fury, affecté au vol 921, s'aperçoit qu'il n'est pas seul à voler à 4000 mètres d'altitude. Airbase 921, we have you on screen with two other echoes. Can you confirm? Over. Airbase 921 tracking, yes, narrow 13,000 feet in close motion with two other aircraft. Ils volaient conjointement avec moi. Ils conservaient la même vitesse et la même position, à distance égale de chaque côté. Airbase 921, can you identify aircraft for us, please? Airbase 921, negative. Imaginez la perplexité de Seamus O'Farrell. À son départ de Nowra, il a reçu l'assurance qu'aucun autre avion ne circulerait dans les mêmes couloirs aériens. Et il est soudain dans une situation impossible. Deux appareils non identifiés, deux points blancs lumineux, volent à 30 mètres du Sea Fury. L'un à bâbord et l'autre à tribord. Aucun autre appareil ne devait circuler dans ce secteur. Et je le savais. J'ai donc fait un rapport à l'officier de service et au personnel spécialisé qui, lui aussi, a été pris par surprise. Nos écrans indiquaient la présence de 3 objets, ce qui devait correspondre à une réalité, puisque nous n'aurions pas eu ces échos, c'est le nom donné à ces images.
si notre faisceau d'ondes radar n'avait pas été réfléchi par un obstacle matériel. Narrowbase 921, can you execute a 180-degree turn so we can identify your position? Over. Narrowbase 921, commencing 180-degree turn. Narrowbase 921, complete 360, return to track. Over. Narrowbase 921, roger. Dans la salle des radars, on s'agite quelque peu. Vérification et contre-vérification se succèdent. Aucun avion de l'armée de l'air n'est sorti cette nuit-là. Selon la tour de contrôle de l'aéroport de Sydney, il n'y a pas d'avion civil dans le secteur. Pourtant, deux objets mystérieux volent toujours avec le Sea Fury. Puis, après avoir mystifié tout le monde, pendant quelques minutes, ils s'évaporent dans la nuit. Narrowbase 921, confirm. Echoes, moving to northeast. Over. Narrowbase 921, confirm aircraft of left formation now on track to the northeast. Then I saw the rate at which they were. J'ai vu la vitesse avec laquelle ils se sont éloignés pour couper devant moi et me dépasser en un clin d'œil. On aurait dit que par comparaison, je faisais du surplace. Je me suis mis à réfléchir et à penser que c'était incroyable. De quel genre d'appareil pouvait-il s'agir? Dans mon fort intérieur, je savais qu'il n'existait pas en Australie d'appareil capable d'exécuter une telle manœuvre. De quel type d'appareil s'agissait-il? Après tout, nous sommes en 1954. Et le Sea Fury, qui peut atteindre des vitesses de l'ordre de 740 km/h, est l'avion le plus rapide de son temps. En 1954, ce n'est que quelques années après le vol du légendaire Chuck Yeager, le premier à franchir le mur du son, et quelques années avant la mise sur orbite de Sputnik 1, le premier satellite artificiel. Lorsque ces deux objets volants non identifiés ont dépassé l'appareil du lieutenant Farrell, les spécialistes de la base de Nowra ont évalué leur vitesse à plus de 1800 km/h. À son retour à la base aérienne de Nowra, le lieutenant O'Farrell a été immédiatement soumis à une épuisante série de tests médicaux. Sa consommation d'alcool et sa condition mentale et physique ont été minutieusement passées au crible. Mais le bulletin de santé de Seamus O'Farrell s'est avéré impeccable. À tel point qu'on lui confiera plus tard le poste d'attaché naval à Washington. Avec le temps, cette histoire m'embarrassait de plus en plus et j'ai décidé de l'effacer de ma mémoire et de ne plus m'en préoccuper. Elle m'a toujours intrigué, elle m'a toujours ennuyé. Je ne peux donner aucune explication, mais je n'éprouve pas le besoin de la raconter ou même d'en parler. En dépit de la brillante carrière de Seamus O'Farrell, son dossier est resté secret pendant plus de 30 ans. Quand il a été rendu public, on a découvert qu'il y avait eu deux autres témoins à cet incident. Un ingénieur qui travaillait sur une tour de radio à Marulan, à l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, a vu ces objets circuler en altitude et un contrôleur aérien de l'aéroport de Sydney a noté le passage de lumière inhabituelle au sud de la ville. Bill Chalker, le premier civil qui s'est penché sur ce dossier, est un enquêteur spécialisé dans l'étude des ovnis. Attention à la crédibilité des témoins. Vous avez un pilote qualifié et expérimenté et au sol, un préposé au radar et deux autres personnes qui n'étaient pas ensemble. Ils ont tous confirmé qu'ils avaient vu quelque chose qui ressemblait à deux véhicules aériens non identifiés, dont le comportement inexplicable s'appuyait sur une technologie qui n'existait pas à l'époque. Seamus O'Farrell n'entretient aucun doute sur ce qu'il a vu pendant cette soirée de 1954. Les relevés des observations radar ont même convaincu le gouvernement des États-Unis que ce face-à-face est à l'échelle mondiale l'une des 13 observations les plus précises qu'on ait jamais faites.
Aujourd'hui, comme à l'époque, je suis sûr d'avoir vu 2 objets voler avec moi en groupe serré. Et ce n'étaient pas des avions de la marine, de l'armée, de l'aviation ou des appareils civils. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est que ces vaisseaux très rapides étaient capables de réaliser de très grandes performances.